Eh bien bonjour les amis lutétiens, bonjour dans cette émission de l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que tous les lutétiens pensent tout bas. Ah, vous vous y attendiez pas à celle-là, vous pensiez pas que le vieux Duda allait enfin sortir une nouvelle vidéo. Eh bah si, je sais, je suis comme ça, moi, j'aime surprendre mon public, j'aime faire dans l'inattendu. Eh ben je suis là, moi, avec cette vidéo. Alors même que je la tourne, je suis totalement déglingué, décanté, je rentre du taf, je suis fatigué. En plus, il y a le PSG qui joue ce soir pour se qualifier en demi-finale. En plus, il y a un superbe multiplex à la ranche. Eh ben moi, je suis là devant mon ordi, devant la caméra. Et je fais cette vidéo pour vous, mais évidemment d'abord pour moi-même, bien sûr. Soyons raisonnables, je fais ça pour m'admirer dans mes vidéos, naturellement, et pour qu'on m'acclame et qu'on m'adule. Je fais ça que pour ça. C'est le B.A.-ba du journalisme. C'est quand même le narcissisme poussé à son paroxysme. Et ben moi, je suis un journaliste de l'extrême, voilà, tout simplement. Bien, alors ça va pas être une vidéo, je vous rassure, une vidéo de 4 heures, non, beaucoup plus courte, 2 heures on va dire. Non, je déconne, ça va être une vidéo quand même très courte. J'ai pas eu le temps de faire les résumés sur le deuxième tiers et je pense que là on est suffisamment avancé dans la saison pour que ça ne veuille plus rien dire de faire un résumé sur le deuxième tiers. Mais on y reviendra quand même dans certains éléments que je veux aborder aujourd'hui puisque je veux parler évidemment et bien sûr du Money Time. Le Money Time car on est à la 14e journée, la 15e est en train de se jouer actuellement même, à l'instant même où je vous parle, elle est en train de se jouer en grande partie puisqu'on est le mardi. Et donc, je sais qu'il y a un gros multiplex à la revanche aujourd'hui et que beaucoup de joueurs vont se qualifier ou perdre tout espoir de qualification. Il faut qu'on en parle parce que c'est rare qu'une saison de la Lutèce a pu avoir autant de matchs indécis et de matchs de suspense de dernier moment pour certains qui peuvent se qualifier et d'autres qui peuvent perdre toute possibilité de qualification ou même étant qualifiés de se faire éliminer de la course au playoff. Vraiment, le suspense est à son paroxysme. Hein, c'est comme ça qu'on dit en anglais, Delphonix, paroxysme, je crois, hein, il me semble. Enfin bref, on va regarder tout ça en détail naturellement, mais d'abord, faisons un point sur le classement général à la fin de la 14e journée, au début de la 15e journée. Mais oui, évidemment, parce que vous le savez, pour ceux qui suivent la Lutèce, cette saison, nous avons 22 coachs qui vont se qualifier en play-off, mais pas directement. 22 coachs parce qu'on prend un prorata du nombre d'inscrits. Ça veut dire qu'on aura cette année, et c'est quelque chose d'assez rare, enfin rare, pas vraiment, mais on n'a pas ça souvent, un top 10 qui sera suivi de 12 joueurs, si je ne m'abuse, 12 joueurs qui peuvent se qualifier en play-off, mais en barrage de play-off. Comment ça va se passer ? Eh bien, tout simplement, on va prendre les 8 premiers qui vont être répartis, classés directement en huitième de finale de play-off, de telle manière à ce que le premier du classement ne puisse pas rencontrer le deuxième avant la finale. Mais je vous détaillerai ça plus tard. Et ensuite, ces 8 coachs, les 8 premiers qualifiés, vont être rejoints par d'autres qualifiés. D'abord, ceux qui se seront classés 9e et 10e, qui vont être répartis aussi au hasard entre ces 8-là. Donc, il peut y avoir, par exemple, un Imperator Day, s'il finit à la 9e place, qui soit parier avec un Bucks Nabolo, par exemple. Par exemple, c'est possible. Et ces deux-là, qui sont 9e et 10e, vont être rejoints par les vainqueurs des barrages, c'est-à-dire il y aura 6 matchs en barrage, 12 joueurs, 6 matchs, donc ce qui fait 6 échappés des barrages, plus les 2 qui ont été 9e et 10e, qui vont rejoindre les 8 premiers. Et il y aura un tirage au sort fait de maître totalement naturellement, comment on dit, à chaque fois j'oublie le terme. À la Lutèce, c'est compliqué ces termes-là. Innocente, main innocente bien sûr, de Bud Milka qui va tirer au hasard les 8 barragistes et 9e et 10e y compris, qui vont jouer contre les premiers à 8e du classement. Et puis après, ça fera une élimination directe, match par match. Tout ça, vous connaissez. Bien, alors qui sont aujourd'hui ? Où sont aujourd'hui les suspens ? Les suspens sont hyper nombreux dans ce championnat.
Si vous regardez bien le classement, on a quand même quelques joueurs qui sont sûrs ou quasiment sûrs de finir dans le top 8. Les 5 premiers, même les 6 premiers en comptant Alaric, voire jusqu'à SSB, donc les 7 premiers, on peut considérer qu'ils sont déjà dans le top 8. Il ne faut pas qu'ils se foirent, mais on peut dire qu'ils sont ou seront probablement dans le top 8. C'est à partir de la 8e place, donc Scarabée, que ça se joue. À mon avis, c'est véritablement la place de Scarabée qui est en danger. Il est pour l'instant 8e, mais il a un match très compliqué, puisque si vous regardez bien, Scarabée joue sa 15e journée contre Ashram. Et ça, c'est le match à suivre, mais je crois qu'il a déjà eu lieu. C'est le match qui donc devait être à suivre un des matchs qui devait être à suivre sur cette 15e journée. Scarabée contre Ashram. Pourquoi ? Parce que Ashram, tout simplement, à l'heure où je vous parle, est 14e. Et lui-même peut espérer, s'il fait un gros score, vous voyez, il a 25 points et Scarabée étant à 28, il peut, en faisant un gros score, espérer de passer devant Scarabée. Mais ça veut dire que tous les autres doivent perdre ou faire des matchs nuls. Donc pour Ashram, c'est un peu compliqué de prendre la place, la 8e place, la place de Scarabée. Il n'en demeure pas moins qu'il a encore toutes ses chances, donc il devrait pouvoir jouer pour gagner. Et Scarabée, tout ce qu'il doit faire, c'est aussi gagner de son côté, parce qu'il faut que lui, il assure sa 8e place. Imaginons qu'il fait match nul et que par exemple un Imperator Day ou un Olivier Dulac gagne, voire un Lepeg, parce que leur goal average, leur touchdown average n'est pas si énorme, c'est plus 9 pour Scarabée et 7 pour Lepeg. Tous ces coachs-là peuvent passer devant Scarabée. Et c'est là où je me rends compte que parler de Scarabée et de playoff, là j'ai comme une dissonance cognitive dans ma tête. Je me dis mais c'est pas possible, on est dans une supratemporalité, on est dans un monde parallèle, virtuel, c'est pas possible. Mais si, Scarabée aujourd'hui, chose incongrue et impensable, est 8e avec une magnifique équipe du chaos, en plus du Slanesh, qui va qualifier en playoff. Alors est-ce qu'il sera dans le top 8 directement au barrage ? On en parlera plus tard. Mais véritablement, là, vous voyez bien, tous ces coachs à 28 points. Bon, Alaric, son goal average, il est 19. C'est largement large. Mais Alaric, attention quand même aussi, parce que Monsieur Alaric, sa dernière journée, c'est pas contre n'importe qui, c'est contre les deuxièmes au classement. Bucks et Nabolo, tout simplement. Même les premiers au classement, pardonnez-moi, mais les premiers au classement, oui, premier ou deuxième, en fait, ils sont premiers, ils sont à égalité de points avec Galadjin, mais pour l'instant, ils sont premiers. Pardonnez-moi, ils sont bien premiers. Donc, vous voyez qu'à Alaric, lui, il faut qu'il assure au moins un point, ce qui permettrait d'être à 29, et plus si possible. Derrière, on a une ribambelle de coachs tels que Scripting Keys, tels que Garden, tels que Bosk, même la Blatte Malodorante, qui doivent assurer, avec un point à mon avis, à 24 points, ils assurent une place en barrage. Alors, pour aller directement en top 8, ça va être très compliqué pour ces coachs-là. Pour moi, le dernier, c'est Scripting Keys qui pourrait espérer de le faire. Surtout que Scripting Keys n'a pas un match très compliqué. Il joue contre Paladin et à mon avis, il fera tout pour gagner. Même s'il a eu une fin de saison compliquée, un tier 3 de la saison compliquée, à mon avis, sur ce dernier match, il donnera tout pour faire ses 28 points. Mais 28 points contre un orc en humain, il risque de ne pas gagner avec une très grosse différence de touchdown, Scripting Keys. Et le problème pour Scripting, c'est qu'il a un touchdown average de 5, alors même que Scarabée, c'est 9. Donc, sauf à ce que Scarabée perde énormément contre Ashram, Scripting Keys ne lui passera pas devant. Et même si Scarabée perd énormément contre Ashram ayant le même goal average que Scripting Keys, s'il fait énormément de touchdowns, il sera devant Scripting Keys. Donc vous voyez que Scripting Keys est dans une position très délicate. C'est quasiment impossible pour lui d'être en top 8. Derrière, comme je disais, les autres coachs, c'est sûr que jusqu'à la blatte, on va dire, c'est sûr qu'eux, ils visent les barrages. Et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme pour eux. Franchement, pour y avoir été, c'est vraiment sympa d'être, ne serait-ce qu'en barrage des playoffs. On se dit que c'est une saison quand même réussie. Donc bravo à tous ces coachs-là. Et derrière, ça va lutter énormément. C'est là tout le sel, tout le nerf de la guerre. Ça va lutter énormément pour la dernière place qualificative. Je considère qu'il y a 4 coachs qui sont en ballottage favorable et il y a plusieurs autres coachs qui sont en ballottage plutôt défavorable. Mais on va voir tout de suite que c'est pas dit.
la messe n'est pas dite jusqu'à Kosciusz, Chouf, même Dritz, ça peut lutter. Mais alors Melfios, malheureusement, il a beaucoup perdu et il a un touchdown average qui est vraiment catastrophique pour lui. Et surtout, Melfios, la difficulté, c'est qu'il a un gros match contre SSB qui, lui, doit assurer ses 3 points pour aller dans le top 8. Donc, on imagine mal SSB perdre ce match-là. Donc, pour moi, Melfios et sa dame, bonjour madame, sont malheureusement éliminés à ce stade de la compétition. Alors même qu'il avait super bien commencé la saison, ça n'a fait que dégringoler, mais on sait qu'en orc, c'est compliqué, les fins de saison sont plutôt compliquées. C'est malheureusement un des grands perdants de la saison, Melfios. Mais jusqu'à Melfios, Kral et JC à 19 points, à partir de Kral et JC, je considère que c'est foutu malheureusement. Surtout que Kral et JC, eux aussi, même s'ils ont un match contre Nico qui peuvent espérer gagner, ça n'ira pas chercher bien loin. Même avec, imaginons que Kral et JC, même avec un 2-0, ce qui leur ferait un goal average de 4, ils se retrouveraient à 22 points avec un touchdown average de 4. Si on prend ceux qui sont à 22 points, par exemple un Crouch, lui il a un touchdown average de 10. Et Crouch, il joue à la vie, à la mort contre Courchevel. On imagine mal Crouch perdre ce match vraiment avec un très grosse différence de touchdown. Et puis d'ailleurs, ayant assisté à ce match sans faire de spoil, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu énormément de touchdowns de marqués. Voilà, je l'ai posé là, comme ça, c'est dit. Mais ça veut bien dire que de son côté, Courchevel, avec un touchdown average de 0, lui, il devrait espérer gagner ce match-là pour passer devant Crouch. Et derrière, il y a d'autres matchs qui vont être mais vraiment drastiques. Prenons par exemple un Bozo. Bozo, qui fait une remontada fantastique. C'est celui qui fait la remontada de la saison. C'est Bozo et son acolyte Dr SLM, bien sûr. Je ne sais pas s'ils jouent encore chacun un match. Je ne sais pas, et il nous dira. En tout cas, Bozo, il joue, vous allez voir tout de suite, il joue pas n'importe qui non plus, il joue Sebotuno, il joue sa vie, Bozo et Dr SLM, ils jouent leur vie contre Sebotuno. Sebotuno, lui aussi, qui doit assurer, vous voyez, Sebotuno, on va dire à 25 points, il est qualifié, mais lui aussi, il peut espérer gagner avec un gros touchdown average, il est déjà à 6. Si Scarabée, par exemple, perd de beaucoup et que Sebotuno gagne de beaucoup, il peut passer devant Scarabée. Devant SSB, à plus 16, ça va être compliqué. Pareil pour Alaric, plus 19, ça va être compliqué de passer devant ces deux-là. Donc c'est pour ça que je vous disais, les mecs qui sont jusqu'à la 7e place, ils sont à peu près sûrs d'être dans le top 8. À quelle position, on verra ça plus tard, mais ils sont sûrs. Mais c'est vraiment sur le bas du classement que c'est passionnant. Je parlais de Bozo, je parlais de Crouch qui joue sa vie contre Courchevel, mais Buckler et Yaouch, Anvarks et Yaouch. C'est pas de tout repos non plus. Eux, que je classais parmi les prétendants au titre, puis je les ai descendus d'une case. Là, je me dis, ils sont à 21 points et ils jouent leur vie contre juste les mecs qui ont 4 étoiles sur leur maillot. En tout cas pour Azroag. Et Slade Mordis 2. Tranquille, facile ce match. Facile. Et là aussi, mes petits oisillons me disent que ça n'a pas été de tout repos pour... Alors, Yaouch n'a pas joué ce match, c'était Buckler. Donc, ça ne s'est pas passé... Alors, sans dévoiler le résultat, ça ne s'est pas passé exactement comme espéré. Enfin, Azmogi et Pagnol en snotling qui nous ravissent. Alors, ils nous ravissent magnifiquement. Pas autant que ces deux oiseaux-là. Pas autant que Nick le propre. Comment ils font pour, en snotling, être 3e au classement ? Dites-moi. Et en plus, ils jouent, encore une fois, je répète, ils jouent au gras de tête. C'est-à-dire, chacun joue une figurine à tour de rôle. Comment ils font ? Moi, je dis, encore une fois, c'est les mecs, ils se mettent à table tous les deux. Et là, il y a de la magie qui arrive. Il y a Gérard Majax en couple avec... comment il s'appelait l'autre le grand Oudouni. Et ils font de la magie. Tu vois, ils font des cartes, des trucs, et tu comprends rien. Et ça fait 29 points au classement au bout de 14 journées. Et probablement même 32, parce que j'imagine mal perdre leur dernier match. Ils sont à 775 000 et ils jouent leur dernier match contre Mike Brandt, qui est très bien, qui a fait une superbe saison, qui est très bien positionné. Mais Mike Brandt, il a une team value de 1 540 000. Il y a presque 800 000 euros d'écart. Pièces d'or d'écart, c'est pareil. C'est la même chose.
Donc on va avoir du sorcier, du morgue, de Mike Brandt. Prépare-toi à voir toutes les stars du Blood Bowl possibles pour les Snankling arriver sur le terrain en même temps. Prépare-toi à ça. Hein. Donc voilà, je vois mal comment Mike Brandt avec ses 12 joueurs va pouvoir lutter contre l'Armada. Il y a combien ? Il y a 14 joueurs, donc il y aura bien 2 stars. Hein. S'ils sont à 14, c'est pas pour rien. Hein. Il y aura bien 2 stars sur le terrain. 2 surnois, du tacle plongeant. Bon, ça, à la limite, ils s'en fichent. Ça va être vraiment fatidique pour Mike Brandt. Enfin bref, on y reviendra. Donc, je parlais d'Azmogi et Pagnol. Alors eux, c'est simple. C'est peut-être ceux qui, à mon sens, ont le parcours le plus facile parce que Azmogi et Pagnol, alors c'est surtout Azmogi parce que Pagnol n'a pas joué le moindre match cette saison, hein, donc c'est vraiment Azmogi qui joue l'équipe. Hein, ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face. Il joue contre Fracas qui est au fond du trou, l'Island, c'est pas pour lui, il a compris. Ça y est, il est sur une autre optique, sur une autre planète. Sur la planète Binous. Et donc, à mon avis, même s'il va essayer de faire de la magie, à mon avis, ça va être un grand n'importe quoi. Je vois mal Azmogi lâcher ce match-là et ne pas faire une jolie victoire ici. Donc, de toute manière, je visualise Azmogi à 24 points. Ce qui le mettrait au niveau de Garden pour l'instant. On verra plus tard Garden, Bosque ou Script Team ceux qui le feront. Enfin bref, vous voyez que c'est passionnant, mais c'est pas fini encore c'est toujours pas fini. J'ai pas fini la présentation des potentiels qualifiés. On a quand même Martoni et Luix, hein, les vieux briscards, les vieux vétérans, si je puis m'exprimer ainsi, ils sont à 21 points, mais eux aussi, ils ont une belle carte à jouer. Parce que tout simplement, ils ont un match plutôt facile, eux aussi, contre Oon et Funny Valentine. Alors, c'est étrange de dire ça, match facile contre Oon et Funny Valentine. Oui, mais Oon et Funny Valentine, ils sont au fond du trou. Leur équipe, il n'y a plus rien. Ils ont plus la grinta. La saison est totalement ratée pour des joueurs aussi expérimentés qu'eux. La saison est totalement ratée. Ils ont un tier 3 totalement foiré. Et ils vont avoir du mal à arrêter l'armada vampire. Je veux dire, ça va être compliqué. Plus les vampires ont j'avais prévenu en début d'année. Hein, attention aux vampires qui pexent bien. Bah, on voit là une belle équipe. Alors, ça va être peut-être les seuls qualifiés. Mais en tout cas, eux, ils sont potentiellement en ballottage favorable pour une qualif. Il faut qu'ils gagnent leur dernier match. Je dis que même contre Oon et Funny Valentine, c'est hautement probable que cette équipe-là se qualifie en play-off. Alors, en barrage des play-offs. Et puis ensuite, on a quelques autres coachs. Donc, je disais jusqu'à Dritz, en fait. Hein. Si on les reprend, on a PJ. Alors, je ne vais pas faire autant, mais PJ, par exemple, lui, il a 21 points. Il a une différence de touchdown pas à son avantage. Et son dernier match va être compliqué. Il joue contre Bosque. Alors, nain contre Orc, on sait très bien ce que ça va donner. Hein. Ça va faire un 1-1 ou un 0-0, un 2-1 pour l'un des deux. Mais Bosque, il a une grosse équipe, une grosse team. Et surtout, Bosque, lui aussi, il lutte pour assurer sa qualif. Lui, il faut un point. Et donc, un nain qui doit faire un point, il fait un point. Soyons honnêtes. Sauf l'extraordinaire, il fait un point. La différence de touchdown, la différence de team value n'est pas suffisante pour permettre à PJ de prendre un sorcier. Hein. Il y a 160 000, 1 600 000 d'un côté, 1 480 000 de l'autre côté. C'est pas assez pour un sorcier. Donc, à mon avis, Bosque, il saura faire un nul dans ce match-là. Et cette année, il n'ira pas en Corse pour faire, je sais pas quoi, le salon de la figue ou de la lavande. Il va jouer son dernier match. Ensuite, on a le Liquid Squeeze. Le Liquid Squeeze, on en parlera je ferai aussi un bref passage parce que là aussi c'est passionnant sur le chasseur, le meilleur chasseur de la Lutèce. Eux, ils s'en font du trou en termes de meilleurs chasseurs, hein. On en parlera, mais ils ont une très jolie équipe, et eux aussi à 20 points, s'ils gagnent leur dernier match contre Mohamed, c'est pas donné, c'est pas gagné, mais vous regardez leurs derniers résultats, ils sont plutôt en leur faveur, ils ont très bien abordé leur troisième tiers. S'ils gagnent ce dernier match, la victoire contre les Artis, ça fait énormément de bien. Mais s'ils gagnent ces derniers matchs, comme quoi ils peuvent gagner contre les lourds et se défendre très bien contre les légers comme Alaric, s'ils gagnent ce dernier match,
avec leur belle différence de touchdown de 3, eh bien, ils seraient en ballottage très favorable aussi à 23 points pour se qualifier. Enfin, parce que encore une fois, je rappelle que il y a des coachs qui sont à 22, 21 points, donc il suffit d'une victoire et on leur passe devant. Enfin, les 3 derniers, Kossuth, Chouf et Dritz. Alors, Kossuth, pareil, ça va être compliqué pour Kossuth. Il a une belle équipe, Elf Sylvain. Le problème, c'est que Kossuth, il joue Delphonix, Elfe Noir. Et on sait très bien que Elfe Noir, El Sylvain, ça fait plutôt des matchs nuls en vrai. Hein. Ça fait plutôt des matchs nuls. Donc, sauf belle surprise pour Kossuth, ce qui est toujours possible, je ne le mettrai pas en ballottage favorable. N'empêche que il a une différence de touchdown qui est aussi à son avantage par rapport aux autres coachs. Et il a un adversaire qui est à sa portée. Mais voilà, Elf Sylvain contre Elf Noir, ça sent le un partout. Hein. Chouf, pareil. Alors, Chouf mort-vivant. Chouf, le problème, c'est qu'il a super bien démarré et puis après, il s'est éteint. Il s'est vraiment éteint. Si on regarde bien sa frise, c'était très bien au début et puis ça n'a fait que régresser par la suite. Et le problème, c'est qu'il joue contre Baba Yara. Alors, Baba Yara n'a plus aucune chance de se qualifier en play-off. Il n'empêche que c'est un Elf Sylvain. Donc, sauf à lui démonter de l'équipe totale, eh bien ça va être compliqué pour Chouf de gagner ce match-là. Et même si Chouf gagne, ça va, un mort-vivant, ça va gagner combien ? 2€ maximum. Imaginons qu'il gagne, il faudrait vraiment des circonstances vraiment très favorables pour lui. À 23 points avec une différence de touchdown de 3, voilà, il faudrait qu'il passe devant tous les coachs à partir de Crouch. Ça va être juste très compliqué, surtout que vous avez des coachs comme Crouch, comme Bozo, comme Yaouch et Buckler qui ont une meilleure différence de touchdown que lui. Et c'est un peu la même chose pour Dritz, malheureusement. Dritz qui a lutté jusqu'au bout, mais je pense qu'il va lui manquer cette dernière étincelle. Vous voyez que sa différence de touchdown est très basse, elle est de 1. Et Dritz aussi a un match pas facile, parce que même si c'est DJ, même si DJ c'est pas le coach le plus expérimenté de la Lutèce, il commence à avoir une très jolie équipe en Scaven, et c'est des Scaven. Des Scaven, sauf à détruire l'équipe entière, on va pas leur mettre 3-0 dans la tranche. Donc même si Dritz gagne, eh bien il se retrouverait quoi avec maximum plus 3 de touchdown average, ce sera pas suffisant à mon sens pour se qualifier. Ça veut pas dire qu'il va pas lutter, il va lutter jusqu'au bout, mais à mon avis, ça va se jouer à la différence de touchdown. Donc vous voyez, tous ces matchs-là, tous ceux que j'ai décrits sont passionnants. Vous avez encore à la dernière journée, vous avez encore jusqu'à la 29e, presque la 30e place qui peut se qualifier en play-off. C'est passionnant. Alors vous allez me dire, tout ça est bien passionnant, Douda, n'est-ce pas ? Vous allez me le dire, c'est passionnant. Mais tes pronos, Douda. Nous, on veut tes pronos. On veut savoir, toi, le meilleur pronostiqueur de la Lutèce, l'as du pronostic, l'as de la prévision. Toi qui as gagné tous les lotos sportifs de la Lutèce, en veux-tu, en voilà. Les PMU, c'est pour toi chaque année. Qu'est-ce que tu penses, toi, Douda, toi, le meilleur pronostiqueur en montre, qu'est-ce que tu penses des matchs à venir, des derniers matchs ? Qui va gagner, qui va perdre ? Alors, on va prendre les matchs vraiment les plus importants, encore une fois. On va les cibler. Par exemple, le match entre Unifenian Valentine et Martini Luix, j'ai donné victoire pour Martinier et je le maintiens. Galadjin, je pense qu'il s'en sortira très bien contre Riffraff aussi, et ce qui lui permettra d'assurer la première place au classement et surtout de rester invaincu en championnat régulier. Alors, la question sera si Galadjin étant invaincu, si la malédiction du coach invaincu va s'abattre sur lui. Vous savez très bien que la légende de la Lutèce fait que aucun joueur qui a eu 0 défaite pendant la saison régulière n'a su remporter le titre la même année. Ça se vérifie depuis plus de 20 ans à la Lutèce. Est-ce que Galadjin va rompre cette malédiction ou pas ? On verra ça. Mais je pense que, ou alors il va faire exprès de perdre. Mais
J'imagine pas que c'est ce qu'il va chercher. Hein. Et lui, il a pas peur des malédictions. Et je pense qu'il va vouloir assurer la première place parce que ça lui permettra surtout d'éviter le deuxième, hein, de ne jouer que le deuxième qu'en finale. Théoriquement, le coach ou l'équipe la plus forte. Donc, à mon avis, il va gagner contre Riffraff. Pareil, Olivier Dulac contre Yeti. Je pense que la différence d'expérience et puis la belle équipe d'Olivier vont faire que Yeti Six n'aura aucune chance. Et j'ai envie de dire la même chose entre le PEC et Poire Abricot. Poire Abricot, ils font du trou. Et puis les Orques Noirs en fin de saison, c'est que c'est fini. C'est l'équipe du pauvre. Hein. C'est vraiment l'équipe qui, à partir de la 5e, 6e journée, n'arrive plus à progresser. Donc, à mon avis, Poire Abricot, là, il a match perdu et donc match gagné pour le PEG. Combien de différence de touchdown, ça on verra, mais en tout cas le PEG du coup a de très fortes chances d'être au moins dans le top 10. Plus loin, ça va être compliqué. Garden contre Aplo, parce que Magus n'est plus là. Là, c'est pareil. Je pense que Garden, vétéran et ancien vainqueur du championnat, je pense qu'avec Saskaven, il va en faire qu'une bouchée de Aplo. Malheureusement pour Aplo, mais Aplo a de toute manière fait déjà une saison bien meilleure que sa dernière saison de l'année dernière. Chouf, malheureusement, j'ai envie de dire, je sens plutôt un match nul entre Chouf et Baba Yara. Pour Dritz, même si j'ai dit une victoire contre DJ est hautement probable, ça ne va pas être une victoire à 3 ou 4-0, ça fera une victoire maximum à 2-0, donc le goal average sera insuffisant pour lui permettre de se qualifier à mon sens. Azmogi, pour moi, là par contre, lui, il va gagner. Alors même un petit 1-0, ça lui suffirait parce que 24 points, je pense qu'à 24 points, vous êtes sûr d'être qualifié. Bucks et Nabolo contre Alaric. Alors là, j'hésite franchement. Je pense que ça sent le match nul quand même. Hein, parce qu'Alaric, il va surtout vouloir protéger ses joueurs. Et Bucks et Nabolo, ils ne voudront pas lâcher les premières places non plus. Parce que eux aussi se battent pour la première place. Donc je ne pense pas qu'ils lâchent ce match-là. Donc plutôt que de voir une victoire d'Alaric, parce que je ne pense pas que Bucks et Nabolo puissent gagner contre l'équipe d'Alaric, l'équipe Skaven d'Alaric, je sens un match nul. Et pareil, Imperator Day contre Bud Milka, une opposition de style, hein, des Amazones plutôt légères et plutôt qui évite le contact, même si ça cogne un petit peu, qui évite le contact, contre de 5 ogres avec blocage pour Bud Milka plus des stars. À mon avis, l'expérience des deux coachs fera en sorte qu'ils vont se neutraliser et ça sent un match nul. Et pareil pour le match Courchevel contre Crouch, Orc contre Nordique, là pareil, j'ai vu le match, mais sans vendre la porte de l'ours encore une fois, je sens plutôt un match nul. J'ai vu la première mi-temps, je ne vous dis pas comment ça s'est passé, il y a eu du suspense, mais je sens plutôt un match nul, ce qui ferait en sorte que ça éliminerait Courchevel et Crouch, ce serait vraiment, si ça passe, ce serait récrac. Sebotono contre Bozo, là pour le coup, alors je me disais à la base, match nul. Sauf que si vous regardez bien sur le forum, Bozo, à la 15e journée, on va peut-être le regarder, hein. Bozo, je disais, s'est fendu d'un petit post où il aurait en J15 parcouru tous les matchs et en jeu pour l'accès au playoff. Il a fait un descriptif détaillé de qui rencontre qui et qui peut gagner contre qui. Alors que à cet instant-là, il y a 4 jours, il a déjà joué son match contre Sebotono. Hein. Et puis moi-même, sans vendre le secret de correspondance, il m'a contacté subrepticement via messagerie pour me demander si j'allais faire une vidéo ou pas de ses exploits et de sa remontada. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Mon petit nez de détective me dit que le monsieur a probablement gagné contre Sebotono. Je sais pas, moi, comme une odeur de pourri, comme une odeur de caca collé au cucu, tu vois. Un truc comme ça, je le sens, ça. Moi, je flaire ces trucs-là. Je les sens, je les flaire. Donc, je me dis que, Bozo a dû gagner son match. Alors, on continue. Mamet contre l'équipe de Squeeze. Là, c'est pareil. Mamet, n'ayant plus rien à jouer, en tout cas, plus possible pour lui de se qualifier. À mon avis, le Lucky des Squeeze feront tout pour gagner au moins 1-0 ce match-là, sachant qu'encore une fois, même si leur équipe a été détruite, ils se débrouillent plutôt bien contre le lourd et contre les morts-vivants. La preuve en est, en première journée, ils ont gagné contre Chouf, alors même qu'ils avaient perdu leurs 2 guerriers jaguars. C'était ça ? Ouais, c'était ça. Enfin, les 4 de force. Là. Après, il y a quelques matchs où il n'y a pas d'enjeu. Là, le match Azrax, le Martis contre Buckler et Yaouch,
Bon, honnêtement, voilà. Encore une fois, sans vendre la peau de l'ours, je pense que Buckler et Yaouch n'arriveront pas à se qualifier en playoff. Ils sont à 21 points et je ne pense pas qu'ils fassent une victoire ici. Donc, même à 22 points, ce sera insuffisant. PJ et Bosk, ça va donner un match nul, ce qui permettra à Bosk de se qualifier de justesse. Mais à PJ, malheureusement, il va manquer 2 points pour se qualifier. Ensuite, on a Krell et JC, j'en parlais, même avec une victoire, ils ne se qualifient pas, donc ça va être compliqué pour eux. Mike Brandt contre Nick Appel-le-Propre, à mon avis, Nick Appel-le-Propre, ils ne lâcheront pas le match. Ils voudront garder leur 3e place, titre honorifique. Et puis surtout, ça leur permettrait de ne jouer le premier en demi-finale. Donc, il ne faut surtout pas qu'ils lâchent ce match-là. Il faut qu'à mon avis, ils se disent on a les moyens de le gagner. Mike Brandt n'est pas assez expérimenté, même s'il fait une magnifique saison cette année, mais il n'est pas assez expérimenté pour contrer l'Armada Snotling. Ensuite, on a un Pedro, à mon avis, qui lâchera rien. Et Pedro, il fait son coup en douce avec l'Alliance du Vieux-Monde, les gars. L'Alliance du Vieux-Monde, il est dans le top 8. Bravo Pedro, magnifique. Et à mon avis, il va assurer sa place dans le top 8 en gagnant contre Dexa. Il ne lâchera rien, il a une magnifique équipe. Delphonix Kosciusz, j'ai dit match nul plus tôt. Scarabée contre Ashram. Alors là, la grande inconnue. Allez, je le sais, je connais le résultat. Là, je peux vous dire. Pourquoi j'en ai parlé tellement. Ashram a gagné. Voilà, je le dis, je le balance, je spoil, Ashram a gagné. Pour ceux qui ne voulaient pas écouter, ils avaient qu'à mettre des œillères. Ashram a gagné, ce qui fait que Ashram est à 28 points, autant que Scarabée. Mais Scarabée garde quand même un gros touchdown average, en tout cas meilleur que celui d'Ashram. Donc il reste devant Ashram. Ensuite, Blad Malodorant contre Alchemy en Pork. À mon avis, pareil. Blad Malodorant, il y est quasiment. À mon avis, ce sont soit le match nul, soit la victoire pour la Blat. Donc, la Blat, il y est aussi en barrage. Pas plus loin, mais en barrage, il y est. SSB, pareil, contre les Orques, à mon avis, de Melfios, il ne lâchera rien. Et il va à tout le moins un nul, ce qui lui permettrait d'être assuré son top 8. Et Scripting Kiss... alors lui, ça, comme j'ai dit, c'est compliqué. Même s'il gagne contre Paladin, c'est à mon sens pas possible de se qualifier en top 8. Est-ce qu'il sera en top 10 ? Ça, on verra. Je vais vous le dire tout de suite, après le classement que moi j'estime. C'est important quand même d'être dans le top 10 parce que ça vous permet quand même d'éviter le barrage, d'être directement en 8e de finale, même si vous êtes tiré au sort parmi ceux qui sont entre la première et la 8e place. Alors, donc, vous allez me dire... Sans transition, Duda, alors ok, très bien, mais du coup, quel est, à ton avis, ton classement en fonction de ce que tu nous as dit, quel est le classement que tu préconises, que tu prévois et qui sera finalement le classement final, parce que, soyons honnêtes, j'ai toujours bon. Ce n'est parfois que la réalité qui est fausse, mais moi, j'ai toujours tout bon. Bien, tout simplement, je vais vous le dire ici. Donc, je pense que Galadjin finira vainqueur avec 35 points. Il va tout dégommer. Après, est-ce qu'il gagnera le championnat ou pas ? Ça, on verra plus tard. Mais en tout cas, à mon sens, il finira premier. Deuxième, Bucks et Nabolo qui feront un match nul sur leur dernier match, 33 points. Ensuite viendrait donc Nick Appel-le-Propre qui passerait devant Pedro avec une meilleure différence de touchdown. Nick Appel-le-Propre, 32 points, et Pedro, 32 points aussi, mais troisième pour les Snotling avec 11 voire 12 points de touchdown différence et 10 pour Pedro. Cinquième, SSB avec 31 points. Sixième arriverait Bud Milka avec son match nul contre Muserg. Septième, Alaric, 29 points, mais avec une touchdown différence de 19. Immense différence de touchdown. Donc, à mon avis, 29 points, largement de quoi faire 7e. N'oublions pas que Alaric joue quand même Bucks et Nabolo. C'est vraiment l'un des gros matchs de cette 15e journée. Donc, lui, tout ce qu'il faut pour lui, c'est garder son équipe en vie et faire ce petit match nul pour avoir ses 29 points
et comme ça être sûr à 29 points d'être dans le top 8. Et enfin 8e, encore une fois qualifié ric-rac en top 8, mais quand même, Olivier Dulac qui a une fin de saison plutôt facile, 29 mois aussi, mais bien sûr une bien meilleure différence de touchdown que Alaric. Et ensuite, c'est là où ça se corse, de 9e à 13e. Moi, je pense que les mecs auront tous 28 points. Alors, dans l'ordre, moi, je mets d'abord Lepec, que je pense qu'il va gagner. Alors, à combien de touchdowns de différence? Je pense qu'il aura suffisamment pour lui faire 8 et une différence de touchdown de 8. 10e, Azrag et Slat Mortis, 28 points aussi, et la même différence de touchdown 8. Et 11e, Scarabée, la même différence de touchdown 8 et 28 points également. C'est incroyable, ça veut dire entre le 9e et le 11e, on a le même nombre de points, la même différence de touchdown, donc ça va se jouer sur quoi ? Ça va se jouer sur les points de leurs adversaires. Et au niveau des points des adversaires, qui est le mieux classé, c'est-à-dire qui a rencontré des joueurs mieux classés dans la saison que ces autres petits campins, et ben c'est le PEG. Le PEG qui, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il a 295 points d'adversaires. Azrag et Slat Mortis, ils sont à 289 et Scarabée n'est qu'à 259. Donc l'écart entre les deux premiers, le PEG les trois premiers, et Azrag, Slat Mortis et Scarabée est immense. Vous imaginez bien que Scarabée ne fera pas, sur la dernière journée, il ne va pas rattraper l'écart des deux équipes dont je viens de parler, celle de Lepeg et celle de Azrag et Slat Mortis. 40 points, c'est immense. Ce qui voudrait dire qu'à la dernière journée, avec cette défaite contre Ashram, Scarabée sort du top 10. Il sort du top 8, mais il sort du top 10. C'est-à-dire qu'il était 8e, il était qualifié directement en play-off. Il aurait pu espérer être 9e et 10e, être qualifié directement aussi, mais être tiré au sort pour être classé, non classé. Il aurait été mis en paire avec un des joueurs classés du top 8. Bah là, carrément, il sera obligé, à mon sens, de jouer le barrage, les barrages des playoffs, tout simplement. Donc vraiment, c'est un des gros perdants. Alors, gros perdant, tout est relatif, hein, il reste quand même en playoff, mais c'est un des gros perdants de cette 15e journée, de cette 15e journée, parce que lui, pour le coup, avec cette défaite contre Ashram, il sort du top 8, tout simplement. Et celui qui prend sa place, à mon avis, ça va être un Lepec qui, avec sa belle victoire qui se profile, et cette quand même différence de points par rapport à Azrag et Slat Mortis, va prendre la 9e place. Alors 9e ou 10e, en vrai, on s'en fiche, hein, parce qu'ils seront quand même tirés au sort, mais ils sont le 9e et le 10e et sont quand même qualifiés directement au top 8. Derrière, donc Scarabée, je disais le grand perdant. Derrière, à mon sens, on va retrouver un Scripting Keys qui va gagner son match, mais donc il se retrouvait avec 28 points, mais avec une différence de touchdown insuffisante. Plus 6, c'est insuffisant pour se mêler à la course au top 10. Ashram, pareil, s'il gagne, il ne gagne pas de beaucoup contre Scarabée, donc il aurait 28 points et une différence de touchdown de plus 6. Ce qui ferait également de lui le 13e, et donc il serait en barrage. Un Garden qui serait à 27 points, Imperator Day 27 points également. En 16e place, on retrouve un Blat Malodorant avec 26 points également. 17e, Sebutuno, 25 points, il garde ses 25 points, Sebutuno, parce que je pense qu'il va perdre contre Bozo. Justement, juste derrière lui, 18e Bozo, avec sa victoire inattendue, inespérée contre Sebutuno, 24 points aussi. Mais une belle différence de touchdown, plus 8. Et là, on retrouve quelques joueurs à 24 points. Comme je disais, 24 points, vous êtes sûr d'être qualifié. Donc Bozo, 24 points, différence de touchdown de 8. 19e, Azmogi, 24 points également, parce que je pense qu'ils vont gagner contre Fracas, une différence de touchdown de plus 5. 20e Bosk avec son match nul sur la dernière journée, 24 points aussi, et donc il garde sa différence de touchdown de 4. 21e, comme je disais, Martinier Luix qui ont plutôt un match facile. Tout est relatif, mais je pense qu'ils vont le gagner contre Paladin. Donc 24 points aussi et une différence de plus 1, ce qui serait suffisant, mais à 24 points, vous êtes qualifié. Et le 22e, qui serait le 22e à mon avis, et là aussi c'est passionnant. Plusieurs coachs à 23 points. On a Crouch, le Liquid et Squeeze et Dritz. Sauf que, rappelez-vous ce que je vous ai dit, Crouch, il a une différence de touchdown énorme, de 10. Et bah ouais,
C'est ça, ça va faire la différence. Lui, il a 10. Le Liquid et Squeeze, ils sont à 3. Dritz, il a 1. Donc, c'est impossible, à mon sens, pour ces coachs-là, de dépasser Crouch. Crouch, je le vois mal avoir perdu son match contre Courchevel, donc il serait à 23 points, avec une différence de touchdown de 10. Le Liquid et Squeeze, 23 points aussi à la fin, je leur donne une différence de touchdown maximum de 4. Et Dritz, 24e, une différence de touchdown de 3 pour 23 points également. Ce qui ferait que le Liquid et Squeeze et Dritz seraient les dindons de la farce, seraient 23e et 24e, et donc non qualifiés. Et donc le dernier qualifié, le 22e, à mon sens, ce serait Crouch, 23 points, et grâce à ça, son immense différence de touchdown, qui serait qualifié. Donc vous voyez que aussi bien la qualif dans le top 10 que la qualif pour les barrages des playoffs va se jouer à la différence de touchdown. Et même pour le top 10, pas le top 10, top 10, ça va se jouer à la différence de points adverses. C'est passionnant. On a, je crois, rarement eu ça, voire jamais eu ça à la Lutèce. Et c'est vraiment passionnant. Alors, magnifique tout ça. Bon, les autres coachs, malheureusement, je vous donne le listing entier du classement que j'estime à la J15. Vous remarquerez quand même que dans tout ça, ceux que j'estimais qualifiés en play-off en début de saison, j'en ai quand même pas mal de bons. Hein. J'en ai 7 sur les 22 que j'ai pas trouvé. J'en ai 15 de bons. Sachant que certains, comme Akhtar ou d'autres, ont fait exprès de perdre, hein, soyons honnêtes. Hein. Ils devaient être en play-off, ils n'y sont pas. Donc vraiment, avec cette adversité-là, j'ai envie de dire que j'ai tout bon. J'ai tout bon parce qu'en réalité, ceux qui n'y sont pas et que j'avais estimé qu'ils devaient y être, c'est parce qu'ils ont fait exprès de ne pas y être. Soyons honnêtes. Bien, mais bon, tout ça, encore une fois, c'est magnifique, c'est bien. Duda a toujours raison, mais parfaitement raison. Et ces pronostics et ces prédictions vont se réaliser naturellement. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait comme paire pour les playoffs? Et là, c'est passionnant parce qu'on sait déjà, on connaît à peu près certainement les 8 premiers. Comme je disais, premier Galadjin, on sait très bien qu'ils ne vont pas rencontrer Bucks et Nabolo, que Alaric ne va pas rencontrer un Olivier Dulac, par exemple. Donc, on sait, puisque dans les règles de la Lutèce, c'est posé sur le forum, Scarabée me l'a d'ailleurs rappelé dernièrement, on sait comment vont être positionnés les huitièmes de finale. Donc on sait que, par exemple, on aura un Galadjin d'un côté du tableau et un Bucks et Nabolo de l'autre côté du tableau. Alors, si on regarde bien, je vous fais le listing là, qui va apparaître là, quelque part, là, ça apparaît. Il va y avoir un scrolling ou un effet vidéo qui va faire apparaître un joli tableau. Mais en tout cas, on voit bien que, par exemple, un Galadjin risque de retrouver en quart de finale un Olivier Dulac. Ça va être magnifique, passionnant. Ensuite, on va aussi avoir un Pedro 4e qui risque de rencontrer, s'il se qualifie, en quart de finale un SSB. Alors, ça va être le match des anciens, le match des vétérans. Et là, c'est magnifique, c'est hallucinant. Si ils passent les huitièmes de finale, on va voir un Nika appel propre. Alors, tout dépendra de contre qui ils vont tomber en huitième, mais s'ils se qualifient, ils risquent d'avoir un Bud Milka en phase 2, c'est-à-dire deux équipes Minus opposées l'une à l'autre. D'ailleurs, les Minus, à ce propos-là, bravo, chapeau, 6 équipes Minus cette année en compétition, 4 de qualifiés en play-off. C'est juste hallucinant, c'est du jamais vu. Alors, ok, ça a été joué par des vétérans lutétiens cette année, les Minus. Donc, on va dire c'est non. Alors, sauf Asmogi, qui n'est pas vétéran, mais qui est un très bon joueur. Mais sinon, tout le reste, c'est des gros vétérans du Blood Bowl qui les ont joués. Bon, il y a quand même deux camps au cran. Il y a un Gnome joué par Zaiko, mais Gnome, c'est compliqué. Et puis, il y a un autre, Halfling, dont on ne va pas parler. On va pas épiloguer. En tout cas, s'il se qualifie, on va avoir un Nicap le propre contre Bud Milka en quart. Si tout se passe bien pour eux, ça veut dire potentiellement un Minus en demi-finale. Et ça, moi je dis chapeau les Minus. Enfin, autre rencontre qui risque d'être fabuleuse, Alaric qui risque de retrouver en quart de finale ceux qui jouent en 15e journée, à savoir Bucks et Nabolo. Et là, on verra vraiment qui est le plus fort de l'hippopotame ou de l'éléphant.
Parce qu'à mon avis, en 15e journée, les 3 coachs penseront surtout à protéger leurs équipes et ils sont déjà bien positionnés et ne pas perdre de joueurs. Donc à mon avis, ça va se neutraliser en 15e journée. Mais si jamais ils se retrouvent en quart de finale, c'est là qu'on verra la véritable force de ces coachs-là. Bon, tout ça, c'est passionnant. Ça, on a encore le temps de tirer des plans sur la comète. On verra après le tirage au sort. Mais vous voyez que cette fin de championnat est passionnante, elle est envoûtante et je voulais partager ça avec vous. Et évidemment, si vous devez miser de l'argent, écoutez mes pronostics parce que vous êtes sûr et certain de gagner pas mal de thunes, de quoi payer de l'alcool et des femmes. On veut tu en voilà. Bon, j'en termine là sur les playoffs. On va quand même regarder parce que ça c'est passionnant aussi. Le prix du chasseur. Alors, le prix du chasseur, les meilleurs chasseurs, là aussi, c'est effroyable, c'est incroyable. Sachez quand même qu'on est en train de battre tous les records en termes du nombre, de la moyenne de joueurs éliminés par équipe. On a 270 000. On atteint les sommets, on atteint vraiment les sommets, même si je suis plutôt déçu par les meilleurs chasseurs, à mon avis, alors que c'était parti sur les chapeaux de roue. Rappelez-vous ce que je vous racontais en début de saison sur Chouf, Chouf a fait flop, hein, honnêtement il a fait flop, et ça s'est petit à petit réveillé, mais à mon avis le record de l'année dernière d'Annie Muserk ne va pas être battu cette année. Même si en totalité on fait énormément de proies à la chasse, in fine on ne va pas avoir un super chasseur qui va se démarquer, même s'il y a quelques têtes de série qui sur la dernière journée peuvent tout gagner ou tout perdre. Donc attention aux meilleurs chasseurs. Je vous rappelle qu'il y a quand même un prix, et non des moindres, puisque c'est un prix de peinture qui vous est remis, enfin en tout cas un trophée qui vous est remis pour celui qui aura chassé le plus de joueurs sur la saison régulière. Alors 55 participants cette année, il y a un coach, ou plutôt une doublette, qui a décidé de bouder, c'est Kral et JC. Kral et JC, alors qu'ils jouent au Vampire, n'ont pas éliminé le moindre joueur adverse. Définitivement éliminé, je parle. Pas le moindre, en Vampire. Voilà, tout simplement, c'est une petite anecdote, une petite particularité de notre championnat cette année, mais ils n'ont pas éliminé un seul joueur adverse. C'est triste pour eux. Qui sont les premiers, vous voyez bien que un Chouf, par exemple, il est tombé à la 4e place, malheureusement. Depuis la 5e journée, il stagne à 555 000 points et il s'est fait maintenant largement dépasser. Alors, rien n'est perdu pour lui parce que vous voyez qu'entre lui et le premier, qui est Blatt Modorant, il n'y a que 40 000 d'écart. 40 000, c'est quoi ? C'est un esclave ou un gobelin. Donc, tout est faisable. Là encore, c'est passionnant. Là encore... tout peut être renversé. Je dirais même jusqu'à Paladin, Mamet, voire un riffraff, ça peut encore jouer. Il suffit que les coachs devant ces coachs-là n'éliminent personne et qu'ils défoncent un blitzer elf compé ou que sais-je. Et ça y est, ils prennent la première place. Donc même jusqu'à riffraff, tout peut se jouer. N'empêche que, comme je disais, il y a un petit trophée qui est remis en fin de saison. J'aurais quand même aimé que la Blatt gagne ce trophée du chasseur. Parce que, franchement, me voir remettre une figurine peinte par mes soins à la Blatt qui a gagné je ne sais pas combien de Golden Demon, en tout cas de prix du Golden Demon, en tout cas classé parmi les prix Golden Demon, ça me ferait plaisir. Franchement, c'est comme si j'allais offrir un Minitel à Elon Musk ou un Bebop à Zuckerberg. Je kifferais ça. Je kifferais de voir ça. J'espère qu'il y aura des photos. J'espère qu'il y aura un reportage. Ce serait drôle. Ce serait très drôle. Mais bon, la Blatt, c'est pas gagné. Par contre, la Blatt, c'est marrant parce que vous voyez, pour l'instant, il est premier et avec 585 000 points. Il a bien défoncé du joueur adverse sur la fin de saison. Mais la Blatt aussi, il s'est fait démonter ses nains du chaos. Vous voyez qu'il est 5e proie la plus facile. Il a défoncé pour 585 000 points de joueurs adverses et il en a perdu pour 430. Donc, l'un dans l'autre, voilà, il donne autant qu'il reçoit. Hein. Il n'y a pas de jaloux. Lui, il donne, il ouvre ses chakras à tous ses adversaires. Je reviens aux chasseurs, on a quand même quelques-uns qui sont très bien classés. Il ne faut pas oublier Bucks et Nabolo
Il suffit d'un petit coureur des Scaven, hein, d'Alaric, et boum, on passe devant la blatte. Asmogi et Pagnol, comment ils ont bien remonté la pente magnifiquement. Eux aussi, ils ont un match contre Fracas et c'est Slan. Là, c'est pareil. Le Slan, ça coûte cher et c'est fragile. Là aussi, il peut y avoir du Slan de blessé. Chouf, c'est pareil. Chouf, il peut se refaire. N'oublions pas qu'il joue un dernier match contre du Elf Sylvain, contre Baba Yara. Là aussi, ça peut faire du Elf Sylvain cassé. Et puis, surtout, n'oublions pas que à la fin de la 15e journée, il y a plein de coachs qui sont en play-off qui vont peut-être virer des joueurs qu'ils n'en veulent plus en play-off, juste avant les play-offs. Et ça risque de jouer aussi. Ça risque de jouer pour le meilleur chasseur. Donc, tout ça, faut prendre en compte. Donc, tout ça est encore... c'est totalement indécis. L'année dernière, on savait très bien, à partir de la 12e, 11e journée, Kim Muzerg allait gagner le prix du meilleur chasseur. Là, jusqu'à la dernière journée, c'est totalement indécis. Alors, je parlais tout à l'heure des proies, je parlais de la blatte, mais en termes de meilleurs proies, il y en a qui sont hors catégorie, c'est le Lucky Day Squeeze. Moins 700 000 points de joueurs de perdus. Enfin, 700 000 points de joueurs de perdus. Presque les 3/4 de l'équipe dégagés à la poubelle, rachetés. En 15 journées, 3/4 de l'équipe, je ne sais pas si vous imaginez. Et le pire, c'est qu'ils sont encore potentiellement qualifiables en play-off. En barrage, mais potentiellement qualifiables. Je ne sais pas comment ils font. C'est de la magie aussi. Mais les mecs, ils jouent avec la moitié d'équipe de journaliers presque par journée. J'exagère à peine. Et quand même, ils sont potentiellement play-offables. C'est là qu'on voit que le roster Amazon, il est quand même un poil abusé. J'aime pas les Amazones. Je les aime pas du tout. Et puis derrière, bon, on retrouve du Skaven, du Gnome... de Skaven quand même parmi les 5 plus grandes proies, comme d'habitude. Hein. Les gnomes, bon, on s'y attendait un petit peu. Et puis la blatte, on ne sait pas ce qu'il fout là, mais il est là. Alors la blatte, si on sait ce qu'il fout là. La blatte, c'est quand même le gars. Lui, il n'a pas perdu énormément de joueurs, hein, que 1, 2, 3, 4 joueurs de perdus. Ouais, mais lui, dans les proies les plus belles, parmi les 5 proies les plus belles, il en a 2, lui. Tout simplement. La blatte, c'est quand même le gars, je vous montre. Alors, c'est pas là, c'est son équipe. La blatte, il a perdu, comme je disais, 4 joueurs. Ouais, mais pas n'importe lesquels. La blatte, il a perdu un Minotaur compé, hein, Juggernaut, sur 70 000 points. C'est d'ailleurs la plus grosse proie, la plus belle proie de la saison. Et un Centaure Taureau, qui est juste la 3e proie la plus belle, avec sa compétence blocage. Donc, vous voyez que il fait 1er et 3e dans les proies les plus belles. Alors, rendons à César ce qui appartient à César. Le Minotaure qui va accrocher la tête du Minotaure au-dessus de la cheminée, tout simplement, c'est Nico. Nico, il a réussi un truc cette saison. Il a foiré totalement sa saison. Mais il a réussi un truc. Il repart avec un trophée de Minotaure qui va accrocher au-dessus de la cheminée. Donc, l'un de l'autre, moi je dis, si c'est comme ça, ça va. Pareil, qui a éliminé ce boss Centaure Taureau? Tout simplement, c'est Bossk. Comme d'habitude, Bossk, c'est le sniper. Lui, il cible, il sait. Bim! Et chaque année, il nous fait le coup. Il est toujours parmi ceux qui remportent ce type de trophée, en tout cas les trophées d'honneur. Les trophées d'honneur, il est parmi ceux-là. Alors, quelle est la 2e proie la plus belle, vous allez me dire? C'est tout simplement celle d'Ashram. Je vous le montre tout de suite. Le petit troll, il est où le petit troll d'Ashram? Tac, il est là, le joli troll masqué, magnifique troll masqué qui avait sa compétence garde et sa compétence marteau pilon. C'est Bucks et Nabolo qui le chope, donc 2e place pour Bucks et Nabolo. Bravo à eux également. Alors je disais que le Centaure Taureau il était 3e, celui de la blatte, non il est 4e parce que le 3e, pardonnez-moi, le 3e c'est tout simplement le golem de chair de ce cher Galadjin qui ne s'en sort pas si indemne que ça de la saison régulière, qui était doublement compé. Eh bien lui il s'est fait choper par Monsieur Odin. Monsieur Odin pareil, magnifique, 16 ans dans l'anonymat, mais il chope quand même pour l'instant la 3e proie la plus belle de la saison, 155 000 points pour le golem qui s'appelait Virginie, le golem de chair de Galadjin. Enfin, la 5e proie la plus belle, ce n'est rien d'autre que le petit guerrier de Nurgle campé de Olivier Dulac. Olivier Dulac a perdu que 3 joueurs, dont 2 guerriers de Nurgle quand même, soulignons-le. Et donc ce petit guerrier de Nurgle qui avait un blocage, eh bien il a été éliminé par Riffraff. Par Riffraff à la 9e journée, donc c'était plus le dog, c'était bien Riffraff. Petite anecdote, les points vont à Riffraff, alors même que
ça aurait pu aller à Immuserg qui avait mis un mois en armure, mais Olivier Olivier Dulac a décidé de le garder malgré ce un point en moins en armure. Bon, on n'était qu'à la 3e journée, et comme il avait déjà perdu un guerrier de Nurgle à la première journée contre Nick le propre, il n'allait pas virer un autre guerrier Nurgle à la 3e journée, donc il s'est dit je vais le garder, et ben il l'a tenu jusqu'à la 9e journée, où là effectivement avec un moins en force infligé par Riffraff, il l'a dégagé. Et donc les points, c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la dure loi de la Lutèce. Les points ne sont pas partagés entre les fiers de la hache, entre les nains de Immuserg et les vampires de Riffraff. Les points vont directement au dernier qui a causé directement l'élimination du joueur, sa sortie du championnat, à savoir Riffraff. Donc bravo Riffraff aussi. Alors encore une fois, ce classement peut être chamboulé. On attend la 15e journée avec impatience. Enfin bref, j'en termine évidemment là. Je voulais faire une vidéo de 10 minutes. Je crois que je suis à 30 minutes, 40 minutes. Je parle trop de vidéos, je sais plus. Je veux rien savoir. Voilà. C'est posé là, comme ça. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Vous pouvez parier de l'argent. C'est sûr, c'est un investissement beaucoup plus important et beaucoup plus certain que le Dow Jones ou le CAC 40. Écoutez-moi. Investissez dans les paris sportifs Blood Bowl, puisque le prono de Duda est infaillible, et vous allez gagner plein de pognon. Écoutez ce que je vous dis. Enfin bref, je vous dis à très bientôt. Jouez bien, que les meilleurs gagnent, que les plus beaux gagnent, évidemment. C'est pour ça que je suis dans les fins fonds du classement. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Je promets, j'ai un peu plus de temps maintenant. Je promets de faire une vidéo de résumé, de récap de la saison, de l'ensemble de la saison régulière. On verra effectivement qui sont les meilleurs. Les meilleurs scoreurs, les meilleurs sorteurs, les meilleurs agresseurs, les plus agressés, etc. On verra les meilleurs rosters, les plus mauvais rosters de la saison. On verra si effectivement les vampires ont pexé et ont performé comme on s'y attendait. Est-ce que les Amazones ont fait le taf aussi? Est-ce que les Scaven ont fait la même saison que l'année dernière? Qui ont été les rosters les plus pathétiques? On verra tout ça. Je vous le promets de faire cette vidéo. Vous savez, il y a un peu de pont en mai, donc j'aurai le temps, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous dis à ciao comme d'habitude, à ciao, bonsoir, et on se retrouve sous des nouveaux cieux bientôt. Ciao.